Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir à notre troisième édition de Zoom sur le diabète. Ce soir, nous aurons le sujet qui sera développé, ce sera le diabète et la nutrition. Et à la console, ce sera moi, donc le docteur Nancy Charlarco et le docteur Bello Stanley Jérôme. Nous sommes tous deux du staff directeur de la FADIMAC. Et là, sans plus tarder, je vais vous donner quelques consignes, particulièrement pour ceux-là qui se sont plaints d'avoir pas pu se connecter les dernières fois. Donc, c'est obligatoire de s'enregistrer à chaque session et vous allez recevoir un mail de Zoom pour vous donner le lien et aussi pour vous permettre de participer. Donc, si vous ne recevez pas dans les quelques heures qui suivent votre enregistrement, allez dans votre boîte spam et pour trouver ce mail-là. Donc, quand même, la session de Zoom sur le diabète, la FADIMAC est heureuse d'avoir démarré le mois dernier, le 11 mars. Et nous avions nos deux premières présentations, c'était sur la prise en charge du patient diabétique. Pour ceux-là qui seraient intéressés, dès la semaine prochaine, nous aurons sur YouTube le compte de FADIMAC et sur le web page de la FADIMAC, donc le site Internet, vous pourrez avoir accès à ces enregistrements. Et nous remercions tous ceux-là qui ont montré un intérêt à notre Zoom sur le diabète, puisque cette année, c'est un petit peu spécial et beaucoup de personnes s'intéressent à avoir des informations en virtuel. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer avec quand même sur cette planche, vous voyez les différents sujets que nous avons préparés pour vous. Et le staff de la FADIMAC est heureux de pouvoir vous en faire part. Donc aujourd'hui, 8 avril, c'est le diabète et la nutrition. Et la prochaine session, ce sera pour le 22 avril sur le pied diabétique. Et pour vous dire que cette fois-ci, donc aujourd'hui, nous avons ouvert nos invitations à beaucoup de nos patients diabétiques, à leurs parents, à presque au monde intéressé pour suivre cette émission. Donc là, nous espérons que vous apprendrez beaucoup de choses. Donc là, ici, vous voyez les informations de la FADIMAC. Ceux-là qui auraient des questions par la suite, vous pouvez nous écrire à info@fadimac.org ou aller sur notre page web pour vous informer de nos activités. Donc aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous serons deux à vous présenter le diabète sur la nutrition et le diabète et la nutrition. Et moi, je vais commencer avec les objectifs de la thérapie nutritionnelle et aussi bien le docteur Jérôme continuera. Et je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses, particulièrement sur les diètes qui sont en circulation et sur les différentes pages. Donc, vous allez apprendre la réalité, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qu'il faut faire attention aussi. Donc, sans plus tarder, je vous parle de l'alimentation du diabétique qui, quand même, pendant le temps, a eu beaucoup de vagues. Au début, vu qu'il ne comprenait absolument rien dans ce que c'était quoi le diabète, donc au XVIIIe siècle, c'était tout à fait une diète irrationnelle. Par la suite, au XIXe siècle, étant donné qu'il ne connaissait pas toujours ce qui se passait, donc chaque personne avait sa propre recette. Et à la fin du XIXe siècle, jusqu'en 1920, et comprenant que le diabète était les glycémies et donc les gens à ce moment-là contrôlaient le sucre dans les urines, donc ils voyaient que ça augmentait avec certains aliments, donc ils ont éliminé tout à fait les glucides, donc les aliments qui ont des sucres complexes comme les sucres simples, donc les farineux, les boissons sucrées, etc. Pardon, les fruits, etc. Donc, ils ont éliminé tout ça. Mais en 1920, avec la découverte de l'insuline, donc on a pu quand même élargir la diète des patients diabétiques. Mais à ce moment, c'était vraiment à des heures fixes. Et grâce à l'apparition des nouvelles insulines, les analogues, donc on est un petit peu plus flexible sur le temps et la composition des repas. Donc, vous voyez en matière de composition des repas, au tout début, il n'y avait presque pas de carbohydrates, donc tout ce qu'on parle des farineux, des fruits, le lait, etc. Et alors que maintenant, on a quand même adopté une moyenne et le docteur Jérôme va vous en parler. Donc, au fait, aujourd'hui, on veut insister énormément sur bien manger parce que cette diète dont nous allons vous parler, c'est la diète qu'on recommande à toute personne qui veut être en bonne santé.
Donc, il faut choisir des aliments de qualité. Il faut aussi, dans les bonnes quantités, de façon à ce que ça satisfasse vos besoins énergétiques. Et il faut prendre le temps de manger. Beaucoup de personnes vous disent qu'ils n'ont pas le temps, mais ne pas avoir le temps pour sa personne, ça c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que vous devez prendre le temps de vous occuper de vous-même, de manger lentement parce que c'est important. Lorsqu'on mange vite, on ne se rend pas compte lorsque l'estomac est rempli et après, lorsqu'on arrête de manger, c'est déjà trop tard. Et il faut être à l'écoute des signaux de la faim ou de lorsque vous êtes rempli. Mais on dit toujours il faut laisser la table avec un estomac, toujours avec un petit peu de faim au cours de l'estomac, parce qu'en 20 minutes, l'estomac a le temps de s'expandre et à ce moment, vous vous sentez rempli. Donc, il est important de suivre ces signaux. Donc, ce soir, surtout dans le cadre du contrôle du patient diabétique, il y a certains principes généraux que nous mettons dans la prescription de la diète. Premièrement, c'est maintenir la glycémie du patient dans les limites normales. On va voir certains principes. Donc, au fur et à mesure, nous verrons pour quels les différents principes généraux auxquels on s'attache. Donc, pour maintenir la glycémie du patient dans les limites normales, il est extrêmement important d'avoir 3 repas par jour, au moins avec quand même un glucide à ce repas. Et là, moi, je parle de la diète qui est recommandée généralement par rapport aux patients qui sont sous médication et aussi qui doivent répondre à un besoin énergétique et satisfaisant pour leur corpulence. Donc, 3 repas, parce que lorsqu'on en saute un, on a faim, beaucoup plus faim au prochain et on mange un peu plus. Et en cas d'activité physique importante, aussi le patient a une difficulté à s'alimenter, donc il faut s'assurer d'avoir des collations en plus pour éviter les hypoglycémies et aussi quand même penser à des collations lorsque c'est nécessaire. Cette planche, on va le reprendre plus en avant sur les le pourcentage des différents groupes alimentaires dans la diète. Mais quelque chose que j'aimerais attirer votre attention là-dessus, c'est qu'il est important non seulement de penser aux glucides, mais aussi aux graisses, mais aussi au sel, à l'alcool et aussi attention aux aliments qu'on vous dit, aliments diététiques, parce que si on enlève le sucre, il faut le remplacer par un autre groupe alimentaire. Souvent, c'est la graisse qu'on ajoute. Or, nos patients diabétiques, ils doivent surveiller leur apport en graisse aussi. Donc, lorsqu'on parle de l'apport de glucides dans l'alimentation du patient diabétique, il est important, et lorsque je vous dis glucides, donc c'est tout ce qui est les farineux, les sucres complexes tels que le pain, le riz, les spaghettis, les pâtes, les pois, etc. Et là, lorsqu'on parle il y a certains principes, certains concepts qui existent qu'il est important de savoir. Le premier dont on va vous parler, c'est l'index glycémique. Et l'index glycémique a permis de dédiaboliser la diète du diabétique. Et donc, c'est l'impact d'un aliment sur la glycémie du patient. Et sur cette planche, vous allez voir tout au bas, puisque ce sont les aliments qui ont des glucides, mais qui ont beaucoup de protéines. C'est par exemple le soya, on sait qu'il y a beaucoup de protéines. Et bien, plus il y a de protéines, moins cet aliment a un impact sur la glycémie du patient, même si il est considéré comme un glucide. Et vous voyez tout au haut de l'échelle le riz qui certes a un index glycémique assez important, mais ça va dépendre du type de riz, on va en parler tout de suite. Et vous voyez le maïs, où souvent les gens vous disent je ne mange pas de riz, mais plutôt du maïs. Eh bien, le maïs a un index glycémique plus élevé que le riz, donc a un impact glycémique plus important chez le patient. Donc, rapidement, nous avons 3 groupes et avec les index glycémiques faibles. Donc, c'est tout ce sont les légumes. Nous avons le riz complet, le pain complet, mais quand même aussi les légumes verts, certains fruits tels que la pomme, les poires. Et qu'est-ce qu'il y a de commun dans ce groupe-là? C'est qu'ils ont beaucoup plus de fibres. Donc, les fibres permettent tout du moins ralentissent l'absorption du sucre qu'il y a dans ces aliments dans le sang, pour traverser vers le sang. Et vous voyez les groupes, les produits à index glycémique moyen, eh bien, vous avez le riz blanc qui, certes, qui a des glucides autant que le riz complet, mais étant donné que le riz complet a des fibres, eh bien, pour le riz blanc, lui, le sucre que nous avons dans le riz blanc, ça traverse beaucoup plus vite dans le sang. Donc, c'est une façon imagée pour vous expliquer que la composition de certains aliments, même s'ils sont les mêmes, vous voyez ici pour la pomme de terre bouillie, où les fibres ne sont pas tout à fait détruites, eh bien, l'index glycémique est moindre que
pour la purée de pommes de terre où on va écraser la pomme de terre. Donc ça, c'est un concept à avoir. Donc plus l'aliment a des fibres, eh bien, plus on vous conseille de la consommer. Maintenant, les échanges, il y a un autre concept qu'on appelle les équivalents, donc où on peut échanger pour éviter que la diète ne soit monotone. Eh bien, nous avons ce qu'on appelle les équivalents glucidiques, où nous avons la même quantité de glucides dans l'aliment, mais les portions peuvent être différentes. Donc, c'est ainsi que 3 tranches de pain peuvent équivaler à 3 pommes de terre, une orange équivaut à une pomme, 20 cerises ou 20 raisins, et ainsi de suite. Donc, sur ce schéma, vous voyez vraiment l'image où nous avons les équivalents et ainsi nous proposons à nos patients ce genre d'image pour qu'eux, ils apprennent à choisir leurs aliments. C'est pour ça que nous ne donnons pas tout le temps une diète écrite puisque le patient doit se sentir libre et pouvoir choisir des aliments en fonction de ce qu'il veut. L'autre concept, nous avons ce qu'on appelle la charge glycémique. Donc, ce sont des aliments qui correspondent à l'index glycémique certainement qui est contenu dans un aliment, d'accord? Mais lorsque nous avons une charge glycémique élevée, eh bien, nous aurons une augmentation de la glycémie du patient. C'est ainsi que les aliments à forte charge glycémique, lorsqu'ils sont consommés avec d'autres aliments qui sont riches en protéines, en graisses, en fibres, eh bien, le sucre est absorbé plus lentement. C'était le même principe pour l'index glycémique et ainsi, ça a un impact moins sur la glycémie du patient, occasionnant ainsi une diminution du pic insulinique qui se passe souvent après les apports importants de glucides. Et un autre concept, quand même, le compte des carbohydrates, et actuellement, c'est ce qui permet aux patients de choisir librement ces aliments, même des aliments jusqu'à date qui étaient défendus, mais en se basant sur les carbohydrates, ils peuvent vraiment choisir leur repas et adapter particulièrement leur dose d'insuline. Ce sont les patients sous insuline, donc ils peuvent adapter leur dose en fonction de ce qu'ils mangent. Donc, c'est ainsi que certains patients, ils savent que s'ils consomment à chaque 15 grammes de glucides, de carbohydrates, eh bien, ils prennent une unité d'insuline et là, ça leur permet de bien contrôler leur glycémie. Donc là, c'est ici une planche qui vous montre un petit peu les compositions en carbohydrates des aliments. Alors ça, c'est juste pour vous dérider, pour vous dire c'est les Duponté, l'un qui préfère la quantité, donc il va manger beaucoup de légumes et des fruits, et alors que Duponté, lui, il va préférer la qualité. Vous voyez son petit plat très menu, donc ça, le patient doit savoir. Et dès le premier, il doit faire beaucoup de sport aussi puisqu'il consomme beaucoup plus d'aliments. Alors, autre principe, c'est la réduction des facteurs alimentaires qui favorisent l'athérome, donc les graisses et le sel. Dr Jérôme va vous en parler. Et aussi, nous conseillons une alimentation équilibrée à nos patients afin de conserver ou arriver à son poids idéal. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça que certains patients ont pu rentrer en rémission, certains patients obèses qui, en perdant leur excès de poids, même avec 5 à 10% de leur poids, ils arrivent à améliorer les paramètres, genre l'hémoglobine glyquée, leur tension artérielle, leur cholestérol. Donc là, il est recommandé aux patients diabétiques type 2 qui sont en général en surpoids. Et là, cette planche nous permet de voir quand est-ce qu'on parle de surpoids. Donc, en calculant votre poids en kilos et on le divise par votre taille en mètres carrés, donc vous allez trouver certains chiffres qui s'expriment en kilos par mètre carré. Et pour qu'on dise que le patient est à un poids normal, eh bien, ce chiffre doit être entre 18,5 et 24,9 qu'on considère comme normal. Mais à partir de 25, entre 25 et 29,9, on parle d'obésité et de surpoids. Et supérieur entre 30 et 34,9, on parle d'obésité. Et supérieur à 34,9, c'est une obésité extrême. Et ces éléments sont importants pour arriver non seulement à déterminer nos protocoles de traitement, mais aussi la diète qui va être recommandée aux patients. Donc, si le patient, donc, il y a une stratégie de perte de poids qui doit se faire avec les activités physiques, le régime alimentaire, donc la réduction de calories, la modification du mode de vie, parce qu'il faut penser que c'est sur les années à venir. Ce n'est pas une diète où la personne va faire 3 mois à suivre cette diète, perdre du poids, et puis après, il recommence comme par le passé. Non, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ainsi que plusieurs études ont pu montrer que même avec une diminution de 8,6% du poids initial, donc allons chiffrer ça à 10%, donc si le patient pèse 300 livres
et qu'il perd 30 livres, eh bien, nettement, il va avoir une amélioration de sa tension artérielle, de son contrôle glycémique, de ses graisses dans le sang et même diminuer l'utilisation de certains aliments qui font certaines personnes penser à rémission. Il y a une étude directe qu'on va passer à attendre qui en parle et qui le prouve pleinement. Cette planche, c'est juste pour vous montrer en perdant 10% du poids, donc tous les risques cardiovasculaires sont améliorés. Nous avons aussi une diminution de la mortalité, une diminution du besoin en insuline et j'en passe. Donc, la perte de poids est un élément extrêmement important dans la prise en charge du patient et dans les conseils diététiques qu'on peut leur transmettre. Et en dernier lieu, tenir compte de la dimension psychosociale de l'alimentation, c'est extrêmement important pour nos patients puisqu'on doit adapter à leurs habitudes, à ce qu'ils aiment pour qu'ils ne se lassent pas dans cette diète qu'on leur recommande. Donc là, sans plus tarder, je vais passer la parole au docteur Bello Stanley Jérôme qui va vous parler des différents groupes alimentaires, un petit peu plus sur la thérapie nutritionnelle et aussi sur les différentes diètes qui font beaucoup de bruit ces jours-ci. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis le docteur Bello Stanley Jérôme, je suis diabétologue et nutritionniste clinique. Alors aujourd'hui, on va continuer avec notre session de Zoom sur le diabète et on va quand même parler d'une étape extrêmement importante, surtout dans la prise en charge du patient diabétique, c'est surtout de la nutrition. On va parler surtout de la nutrition comme une thérapie. Et lorsqu'on parle de thérapie nutritionnelle, et il faut dire que la thérapie nutritionnelle constitue un élément fondamental dans le traitement du diabète sucré, important à la fois dans la prévention de son développement, dans la prise en charge de la maladie, mais aussi pour éviter les nombreuses complications qui arrivent assez souvent chez les patients diabétiques. Maintenant, il faut savoir exactement que c'est l'un des aspects comportementaux les plus importants du traitement du patient diabétique et malgré ça, cependant, les principes de base de la gestion nutritionnelle sont souvent mal compris, surtout par les cliniciens, mais aussi et malheureusement pour les patients également. Alors, dès qu'on parle de thérapie nutritionnelle aussi, c'est ce processus par lequel la prescription nutritionnelle, c'est arriver à une prescription nutritionnelle qui sera adaptée aux patients diabétiques de manière individuelle et qui prendra en charge particulièrement les facteurs médicaux, le style de vie, les facteurs personnels du patient et certainement et ça fait partie intégrante dans la gestion du diabète, dans l'éducation, pour arriver à quoi? Pour arriver à l'autogestion du diabète et par le patient. Maintenant, pour arriver à cette prescription nutritionnelle, il faut quand même passer par une évaluation nutritionnelle du patient, inévitablement, qui va inclure particulièrement les antécédents nutritionnels du patient, et surtout à partir de l'interrogatoire du patient, mais aussi un rappel des dernières 24 heures de l'apport calorique des dernières 24 heures du patient, qui va vous donner une idée plus ou moins sur ses habitudes les plus récentes. Alors, si on parle actuellement de calories, il faut penser que l'importance de l'apport calorique pour un patient, certainement, va dépendre encore et puis, si on parle de calories particulièrement, il faut pouvoir estimer cet apport calorique que l'on va faire, encore que l'on va proposer aux patients diabétiques. Et on sait quand même que ça va dépendre de plusieurs facteurs, particulièrement le poids actuel du patient par rapport au poids idéal du patient et l'histoire de poids, si c'est un patient qui a perdu encore, qui a pris du poids récemment ou encore sur le long terme, la répartition des graisses, les mesures anthropométriques du patient, la masse musculaire du patient, la génétique, mais aussi l'hémoglobine glycée de départ, surtout qui va vous donner une idée plus ou moins sur l'urgence de la situation et comment votre apport calorique aussi va doit améliorer cette hémoglobine glycée, y compris la glycémie qui vient avec. Maintenant,
il faut directement qu'il y a plusieurs formules disponibles sur pour estimer l'apport calorique d'un patient diabétique. Là, il y a une de ces formules que l'on utilise assez souvent. Maintenant, il faut savoir exactement si vous êtes en face, parce que la population que l'on traite le plus souvent, c'est une population souffrant du diabète de type 2, qui sont souvent en surpoids ou obèses. Normalement, donc, si on vise une perte de poids, par exemple, une perte de poids hebdomadaire plus ou moins de 1 à 2 livres, quand même, il faut penser quand même à diminuer cette estimation ces besoins caloriques d'environ de 500 à 1000 kilocalories, dépendamment de l'urgence de la situation. Un autre moyen aussi que l'on peut utiliser pour estimer les besoins caloriques, et ça, c'est surtout pour information générale. Maintenant, si on parle d'apport calorique, il faut aussi parler aussi de la composante essentielle des aliments qui apportent cette calorie. Et surtout, on va parler surtout des nutriments qui sont surtout des substances chimiques quand même que contiennent les aliments et servent à répondre aux exigences du corps. Certainement, qui va permettre quoi? La croissance, l'entretien et aussi la réparation des tissus. Maintenant, si on parle de nutriments, on va avoir deux grands compartiments de nutriments. Les nutriments particulièrement qui apportent de l'énergie, ce sont surtout ce qu'on connaît particulièrement les macronutriments qui ont été simplifiés en 3 groupes, plus ou moins les glucides, les protéines et les lipides. Et aussi, il y a les nutriments qui ne fournissent pas d'énergie, particulièrement, on a les vitamines, les éléments inorganiques, plus ou moins, et l'eau, particulièrement, qui est assez souvent négligée ou encore oubliée. Maintenant, une autre notion extrêmement importante, c'est surtout la notion de balance énergétique. Balance énergétique, pourquoi il faut en parler, il faut en penser particulièrement, c'est pour savoir, c'est la balance énergétique, c'est qui existe entre l'apport calorique du patient par rapport à la dépense calorique journalière du patient, à savoir pour qu'un patient maintienne son poids, particulièrement, il faut que l'apport calorique soit égal à la dépense calorique journalière. Maintenant, automatiquement, qu'on a un déséquilibre, c'est-à-dire un déséquilibre par rapport, c'est-à-dire que par exemple, vous avez un apport calorique beaucoup plus pesant sur la balance, vous allez avoir un déséquilibre. C'est-à-dire que vous allez quand même avoir un apport calorique beaucoup plus important par rapport à une dépense calorique moindre, ce qui va causer plus ou moins ce qu'on retrouve le plus souvent chez les patients diabétiques, le surpoids ou l'obésité. Maintenant, vous-même, comme clinicien, qui va faire l'approche du patient diabétique, vous voulez pour atteindre une perte de poids chez ce patient, il faut certainement penser à contrebalancer ce rapport, c'est-à-dire à diminuer l'apport calorique du patient, c'est ce qu'on va voir particulièrement, et augmenter les dépenses caloriques du patient de manière journalière, et ce qui quand même va faire sur un long terme ou certainement provoquer une perte de poids graduelle chez ce patient. Maintenant, si on parle d'énergie, il faut savoir ce qu'apportent les macronutriments en termes d'énergie. Ça, vous le savez déjà, normalement, c'est un petit rappel, mais surtout ne pas oublier l'apport calorique de l'alcool aussi, qui n'est pas négligeable par rapport aux autres macronutriments. Les liquides, je voulais certainement commencer avec les liquides particulièrement l'eau, qui est souvent négligée et oubliée. Et il faut savoir que ça a un rôle particulièrement important et c'est nécessaire particulièrement pour la digestion, pour l'absorption, pour la fonction circulatoire et excrétrice aussi de l'organisme, et aussi l'utilisation des vitamines, surtout les vitamines liposolubles aussi. Maintenant, si on veut voir aussi les compositions, là encore la composition des macronutriments ou encore ce que ça représente par rapport au pourcentage d'apport calorique journalier, il faut savoir exactement que les glucides, c'est surtout la principale source d'énergie de l'organisme. Certainement, ça va apporter, ça doit être une proportion beaucoup plus soutenue, particulièrement à savoir entre 45 et 60% par jour. Pour les lipides, ce sera toujours entre 20 à 35% des apports caloriques, et pour les protéines, entre 10 et 20%, à raison quand même de 0,8 g par kilo par jour, ce qui nous met plus ou moins chez un adulte de 75 kg à environ de 60 g de protéines par jour. Maintenant, pour les lipides, c'est important aussi de noter aussi l'importance des lipides, surtout sur l'apport calorique, parce qu'un gramme aussi apporte 9 kilocalories, mais aussi, il faut s'intéresser sur les avantages surtout des lipides, surtout
savoir exactement que les lipides quand même jouent un rôle dans la régulation des fonctions du corps et aussi dans la formation des hormones. Ils isolent et protègent aussi les organes internes et ils transportent aussi les vitamines, surtout les vitamines liposolubles, et contribuent certainement à la répartition des tissus endommagés, à la réparation des tissus endommagés et aussi à la lutte contre les infections. Maintenant, il faut savoir que les lipides les plus recommandés, ce sera surtout les graisses polyinsaturées et qui doivent représenter plus de 10% de l'apport journalier, de même aussi que les graisses monoinsaturées surtout, avec une diminution des graisses polyinsaturées et aussi des graisses trans et hydrogènes. Et les effets des graisses, c'est important quand même pour le savoir, c'est l'importance et l'effet des graisses sur le profil lipidique du patient. Et aussi les sources. Les sources, il faut surtout s'intéresser surtout aux sources des graisses polyinsaturées et monoinsaturées parce que, et surtout à cause de leur rôle protecteur par rapport aux événements cardiovasculaires du patient et surtout du patient diabétique. Maintenant, pour parler des protéines, normalement, il faut savoir exactement que les protéines approvisionnent le corps exactement en énergie parce que ça apporte aussi exactement 4 kilocalories comme pour les glucides. Ils fournissent aussi exactement au corps les matériaux de construction nécessaires à la croissance et aussi à la réparation. Et ils sont nécessaires aussi exactement à la production des hormones, d'anticorps, d'enzymes et des tissus. Maintenant, il faut savoir exactement que la dégradation des protéines ce sera en acide aminé pour favoriser l'utilisation cellulaire et aussi les protéines certainement d'origine animale, les œufs, le lait, la viande rouge, etc. Et des plantes également qu'il ne faut pas négliger parce que ça, c'est dans un sens plus sain et ça ça apporte aussi exactement la même quantité de kilocalories que pour la protéine d'origine animale. Maintenant, les recommandations, on en a parlé tout à l'heure, c'est environ pas moins de 0,8 g par kilo par jour, même pas moins, c'est surtout pour les patients diabétiques, mais c'est pour tous les groupes de patients, même pour les patients en insuffisance rénale, on ne doit pas aller en deçà de ça, des 0,8 g par kilo par jour. Et généralement, on ne dépasse pas les 1,3 g de kilo par jour. Ça, c'est juste pour information générale, parce que dès que ça dépasse les 1,3, généralement, ça augmente les risques d'atteinte, les atteintes rénales, ça augmente considérablement. Donc, ça représente 10 à 20%. Et les sources, certainement, on va les voir au fur et à mesure. Et les sources, surtout, soit d'origine végétale, soit d'origine animale. On en a parlé tout à l'heure également. Pour les glucides, c'est important quand même parce que particulièrement, c'est la principale, on en a parlé, c'est la principale source d'énergie du corps qui représente environ 40 à 60% de l'apport calorique, mais aussi il faut tenir compte exactement de l'apport de glucides parce que l'apport calorique sous forme de glucides aussi va être déterminant aussi de la glycémie du patient diabétique, surtout de la glycémie postprandiale. Donc, il faut faire attention par rapport au type de glucides que l'on va proposer aux patients diabétiques. Et là, on va le voir un peu plus tard maintenant. Et pour les recommandations, les principales sources de glucides, particulièrement, ça, on a une large gamme, plus ou moins, donc ça, on aura certainement l'embarras du choix, mais cependant, c'est surtout l'une des variantes, parce qu'on les met parmi les glucides, c'est surtout l'apport de fibres alimentaires. C'est important, parce que c'est très important, et surtout, c'est très important aussi pour les patients diabétiques, parce qu'on sait déjà qu'il y en a deux types, l'apport de fibres alimentaires solubles ou encore insolubles. Pourquoi c'est important? Parce que généralement, les fibres présentent des avantages énormes pour les patients atteints de diabète. Les fibres, par exemple, les fibres solubles aussi contribuent aussi à ralentir l'absorption du glucose et aussi à réduire l'absorption des graisses alimentaires. Les fibres insolubles, en l'occurrence, aussi donnent du volume aux aliments, de sorte que les aliments riches en fibres, certainement, contiennent généralement moins de calories. Les fibres insolubles sont importants pour l'alimentation aussi
parce que généralement, elles retiennent l'eau. Et si ça retient l'eau, normalement, avec pour résultat quand même un meilleur transit intestinal, on aura quand même des selles plus molles, plus volumineuses aussi, mais aussi qui va empêcher surtout les constipations et la formation des hémorroïdes. Et aussi, certainement, et ça aussi, c'est prouvé à encore plusieurs études aussi, qu'un régime alimentaire riche en fibres aussi va réduire surtout les risques de cancer du côlon et aussi des maladies cardiovasculaires. Maintenant, la quantité recommandée comme de fibres de manière journalière, 25 à 50 grammes, 25 à 50 grammes, et les différentes sources aussi, que ce soit les sources, les fibres insolubles et les fibres solubles, ça aussi, c'est important de le savoir. Maintenant, une fois qu'on a quand même une idée plus ou moins sur la distribution des macronutriments et aussi les principales sources, aussi principales sources de ces macronutriments, il faut penser quand même à maintenant proposer une modification du régime alimentaire chez le patient diabétique. Et on sait déjà qu'il y a plusieurs stratégies possibles, mais ces stratégies, ce sera toujours des stratégies quand même à une approche hypocalorique qui va certainement compter sur les calories, parce que la composition calorique, la composition calorique des aliments et aussi les grammes de matière grasse surtout. Et on peut utiliser aussi des substituts de repas, surtout pour éviter l'apport calorique des aliments, et aussi utiliser aussi le système d'équivalent des macronutriments, aussi qu'on a vu avec le docteur Nancy, pour planifier encore, pour proposer une planification plus saine du repas du patient diabétique. Maintenant, il faut savoir exactement qu'il y a plusieurs diètes, plusieurs approches diététiques qui sont proposées. Il faut proposer sur beaucoup plus sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, allons voir plus ou moins les différents types de diètes qui existent. Particulièrement, on va voir comment disons comment on va voir la diète surtout équilibrée hypocalorique. D'abord, comment les termes sont bien choisis, plus ou moins c'est équilibré hypocalorique. C'est surtout la diète qui, on a deux approches particulièrement. On a l'approche des diètes à portion contrôlée. Cette diète à portion contrôlée, c'est simple parce que généralement, c'est comme le premier schéma que vous voyez quand même dans l'image. C'est comme des aliments emballés ou encore pré-emballés avec une description quand même de la calorie et de la quantité de calories que ça apporte. Maintenant, c'est facile parce que il y a plusieurs approches, plusieurs nutritionnistes qui font ces approches parce que c'est plus facile de contrôler l'apport calorique du patient. Et ça donne moins de casse-tête aussi aux patients pour faire ce calcul aussi, par exemple, pour déterminer le nombre de calories qu'il doit prendre par rapport à un repas quelconque. Maintenant, et c'est surtout bon. Dans la grande majorité, on retrouve par exemple les barres de nutrition, les plats congelés aussi, composés de ce groupe d'aliments facile à consommer et facile à contrôler aussi. Et il y a aussi les versions à faible calorie de régime sain. Particulièrement, on va retrouver la diète méditerranéenne et aussi le DASH diet. Et la diète méditerranéenne, il faut savoir qu'il y a plusieurs variantes. On ne pourra pas vraiment parler des différentes variantes, mais cependant, ils ont des points communs. Les points communs qu'ils ont particulièrement, c'est une diète généralement axée sur un niveau encore, sur un apport élevé de graisse monoinsaturée une consommation certainement modérée d'alcool, principalement un apport de vin, consommation élevée, particulièrement en légumes, en fruits, en légumineuses, en noix et aussi en noix et en grains, et une consommation modérée des produits laitiers, surtout sous forme de fromage, une consommation aussi relativement faible pour les produits à base de viande. Maintenant, le DASH diet aussi, qui a fait ses preuves quand même sur la gestion des patients hypertendus, parce que ça agit non seulement sur la tension artérielle systolique et aussi sur la tension artérielle diastolique. Et c'est une diète quand même qui, généralement, ce qui le compose particulièrement, c'est environ 4 à 5 portions de fruits ou encore 4 à 5 portions aussi de légumes, 1 à 2 portions aussi de produits laitiers, faibles en graisse certainement, et
et dans la grande majorité, non seulement c'est une diète hypocalorique, mais aussi c'est une diète pauvre en sodium qui quand même va apporter encore, va favoriser exactement la baisse, surtout pour les patients hypertendus, une baisse de la tension artérielle, c'était passé. Maintenant, autre type de diète que l'on peut retrouver surtout, c'est le low fat diet. Low fat diet, c'est en quelque sorte une diète pauvre en matière grasse particulièrement. C'est comme son nom l'indique plus ou moins, c'est un apport beaucoup moins, surtout de gras, c'est-à-dire qu'on diminue de moins de 30% par rapport aux apports quotidiens. Et même aussi en faisant le choix des graisses, normalement ce sera toujours des graisses monoinsaturées encore polyinsaturées. Pour parler aussi les lots et des diètes faibles en glucides, certainement dans ce groupe on va retrouver plusieurs approches nutritionnelles, surtout le zone diet, le Atkins diet que l'on savait entendre, et aussi le keto diet. Le keto diet qu'on sait entendre, bon, qui a fait buzz quand même, qui continue à faire buzz pendant chez certains patients, chez une approche nutritionnelle de certains cliniciens. Particulièrement, c'est une diète particulièrement faible en apport en glucides. Et aussi, il faut savoir comme c'est une diète faible en glucides, bon, avec cette particularité avec le keto diet qui est riche en apport et en matière grasse, surtout matière grasse monoinsaturée et polyinsaturée, c'est les plus recommandés. Et maintenant, en faisant cette restriction d'apport de glucides, généralement, si on diminue à moins de 50 grammes de glucides par jour, maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Normalement, l'organisme quand même va commencer à utiliser ses réserves, surtout va commencer à mobiliser le glycogène. Et une fois quand même que le glycogène est mobilisé, normalement, et donc l'organisme aussi maintenant va puiser sur d'autres, encore va utiliser d'autres sources de réserve, et surtout ça va utiliser les graisses comme source d'énergie. Donc, comme rappelez-vous que les graisses apportent beaucoup de calories, donc c'est ce qui fait aussi qu'au début, qu'avec la baisse de la glycémie, avec la baisse d'énergie, et on aura quand même avec le keto diet par exemple une baisse d'énergie, mais quand même ça va avec l'utilisation des graisses, dès que le glycogène est suffisamment mobilisé et que les graisses commencent à être utilisées normalement, on va avoir quand même ces patients qui sont sur keto diet, plus ou moins, non seulement ils vont perdre du poids, mais aussi ils seront dans une certaine mesure plus ou moins beaucoup plus énergiques que les patients seulement qui font un low carbohydrate diet sans apport de matière grasse. Et dans la diète hyperprotéique, comme son nom le dit plus ou moins, c'est une diète quand même. On augmente le pourcentage de protéines dans l'alimentation du patient diabétique, certainement en faisant attention, pas le patient diabétique, mais chez les patients, en faisant attention quand même de ne pas dépasser, surtout pour les patients diabétiques, de ne pas dépasser les 1,3 g par kilo par jour, parce que quand même avec les effets quand même que ça aura sur la fonction rénale particulièrement. Pour les diètes très faibles en calories, aussi, il faut savoir, c'est une diète qui a fait ses preuves et aussi qui provoque une perte de poids rapide chez beaucoup de patients, parce que quand même, si on apporte très peu, c'est très bien, très faible, on apporte très peu de calories normalement, ça c'est qu'on parle d'un apport entre 200 à 800 calories par jour, c'est très peu, parce que généralement pour un adulte, un homme de 75 kilos, la portion normale c'est environ 2500 calories. Donc, imaginez que vous réduisez ça quand même entre 200 à 800 kilocalories par jour. Normalement, ça va quand même provoquer une perte de poids rapide. Et généralement, quand même, par exemple, pour un patient diabétique, si vous diminuez quand même cet apport calorique, certainement, ça aura un effet un effet rapide sur les contrôles glycémiques du patient. Par exemple, le jeûne intermittent, c'est la même approche, mais cependant, c'est par rapport aux intervalles des repas, c'est-à-dire que le patient prend environ un repas ou encore 2 repas maximum par jour avec des périodes de jeûne, qui peuvent aller de plus de 12 heures jusqu'à 24 heures également. Maintenant, nous arrivons à une phase où qu'on doit
essayer quand même de concevoir une ordonnance alimentaire pour un patient diabétique, sachant tout ce qu'on sait plus ou moins. Il faut savoir quand même que concevoir une ordonnance prendra toujours en considération plus ou moins les préférences. Ça doit toujours prendre en considération les préférences alimentaires du patient, le contenu diététique quand même de l'alimentation du patient, les modèles d'activité physique, par exemple les activités physiques que peuvent pratiquer actuellement le patient, le soutien social, le niveau d'éducation extrêmement important aussi, les contraintes du temps et d'autres défis aussi qui vont apparaître au fur et à mesure dans la prise en charge du patient diabétique. Maintenant, les recommandations diététiques seront toujours en fonction de la capacité du mode de vie du patient, des changements surtout centrés sur la perte de poids, l'objectif de perte de poids que vous aurez pour ce patient, l'activité accrue qui généralement est recommandée et avec cette approche hypocalorique pour le patient. Normalement, l'apport de glucides aussi actuellement et l'utilisation des grains entiers et en lieu et place aussi actuellement des produits raffinés, on compte surtout à base d'amidon. Et certainement, est important pour certainement de se rappeler et de le faire à chaque fois. Normalement, la synchronisation certainement des repas par rapport aux intervalles entre les contrôles glycémiques et aussi actuellement la médication du patient. La médication du patient, c'est-à-dire que pour les repas, surtout pour un diabétique de type 1, donc il faut quand même avoir une approche stable par rapport aux heures de repas et aussi actuellement la glycémie du patient, encore quand est-ce que le patient doit prendre son insuline particulièrement. Il y a des recommandations quand même que propose surtout comme l'American Diabetes Association, mais aussi actuellement la Société européenne, aussi actuellement de la prise en charge des patients diabétiques. Donc, surtout pour les glucides, normalement, donc les glucides qui sont généralement recommandés, c'est généralement les glucides provenant des fruits, des légumes, des grains entiers, des légumineuses aussi. Et comme je l'avais dit aussi actuellement tantôt, normalement, donc il est important aussi actuellement l'apport de glucides est important surtout chez les patients diabétiques, parce que ça détermine particulièrement la glycémie postprandiale, mais aussi actuellement l'ajustement aussi, ça va déterminer l'ajustement par rapport aux autres médicaments diabétiques. Maintenant, il y a diverses approches alimentaires, actuellement, on en a vu surtout, diverses approches alimentaires que l'on peut faire actuellement chez le patient diabétique qui peuvent favoriser ou non actuellement la perte de poids, encore la compliance du patient également, la qualité des graisses, on sera toujours en accord ou encore préféré, ce sera toujours préférable les graisses mono et polyinsaturées, l'apport de protéines qui sera toujours individualisé, particulièrement pour les patients avec des maladies rénales, encore d'autres pathologies concomitantes, normalement, mais cependant, en gardant en tête quand même que l'apport ne doit pas être inférieur à 0,8 g par kilo par jour, et aussi l'apport des fibres, surtout en consommant les glucides, et préférer les glucides qui sont riches en fibres alimentaires, les fibres alimentaires qui représentent environ l'apport journalier par rapport à 1000 calories normalement, environ 14 grammes. Et puis, la consommation réduite en sodium, aussi qu'il ne faut pas négliger, surtout pour les patients hypertendus et diabétiques, et certainement, en dernier lieu, certainement les boissons sucrées, pas en dernier lieu, mais les boissons sucrées qui représentent quand même un poids, surtout dans la prise en charge du patient diabétique. Il faut savoir aussi, il faut penser à réduire l'apport pour éviter quand même, parce qu'on est dans une perspective quand même de contrôle de la glycémie, de contrôle de poids et aussi d'éviter aussi les maladies cardiovasculaires. Donc, il faut penser quand même à limiter l'absorption, à la consommation de ces produits sucrés pour éviter les complications futures par rapport à la stéatose hépatique, par rapport aux maladies cardiovasculaires, encore par rapport à la prise en charge même de l'hyperglycémie. Mais il y a aussi les édulcorants qui aussi sont sûrs, dans un certain sens, du moment que ça respecte les recommandations de la FDA, de la Food and Drug Administration. Maintenant, s'il y a certains points qu'il faut retenir et pour qui partir avec, donc il faut savoir que la thérapie nutritionnelle médicale fait partie intégrante de la gestion du diabète et de l'éducation à l'autogestion du diabète et surtout du patient. Maintenant, on doit mettre l'accent sur la réduction de l'apport calorique. Rappelez-vous de l'image de cette balance, il faut contrebalancer
à savoir comment augmenter les dépenses caloriques par rapport aux apports caloriques journaliers pour favoriser une perte de poids graduelle. Et aussi, il faut savoir certainement que l'alimentation, l'activité physique et la modification du comportement, encore du mode de vie du patient rentre. Et tout ça rentre dans le programme pour réaliser une perte de poids, mais une perte de poids graduelle chez le patient, j'avais dit. Alors, merci pour votre attention. Je vais faire place à mon docteur Nancy qui va, comme vous expliquer les nombreuses activités que l'on réalise à la FADIMAC pour permettre le bon suivi, la bonne prise en charge du patient diabétique sur le plan nutritionnel. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci Bello de ces informations très importantes. Et là, vous pouvez poser vos questions sur le chat ou sur le questions et réponses. Là, vous voyez questions et réponses. Et donc, comme on n'en a pas encore, et là, je vais continuer à... Et là, plus tarder, je continue à... Maintenant, nous allons vous parler de l'approche que nous avons à la FADIMAC pour le... Quelle approche que nous utilisons? Parce que peut-être certains d'entre vous, vous pourrez dire qu'il y a eu beaucoup de jargon pour vous, mais en gros, ce n'est pas une chose simple de parler de nutrition, et comme vous avez dû le voir antérieurement. Donc, à la FADIMAC, nous avons une approche qui consiste en, premièrement, avoir des séances éducatives pour les patients et leurs parents. Deuxièmement, nous avons une formation où nous dispensons des cours pour les infirmières, les diététiciennes, même parfois des propriétaires de restaurants, des personnes responsables des cuisines dans les hôpitaux. Et là, on espère même arriver à avoir des chefs avec nous pour pouvoir étendre cette option, cette formation. Et aussi à la FADIMAC, nous offrons, grâce avec la présence du docteur Jérôme qui est retourné l'année dernière à se joindre à nous, bien qu'il y était avant, mais il avait été en formation. Donc, nous offrons aussi des consultations nutritionnelles spécialisées et adaptées aux patients en question. Donc, nos séances éducatives sont ouvertes à toutes les personnes qui fréquentent la FADIMAC, n'importe qui peut être membre de la FADIMAC. Et là, nous avons des séances éducatives chaque jour. Le jeudi est réservé à la diète. Et là, notre infirmière ou les autres qui se relaient parfois, mais c'est surtout Médiata qui, elle parle aux patients dans le langage haïtien, faisant référence à des produits haïtiens, et nous utilisons aussi des maquettes pour pouvoir montrer aux patients comment choisir et proportionner leurs aliments. Tout patient doit savoir à la FADIMAC en quoi consistent les aliments qui sont déconseillés, donc riches en sucre rapide. Les aliments, c'est quoi les farineux? Donc, ils savent que certains aliments font augmenter le sucre plus que d'autres. Donc, nous avons les farineux, ce que vous voyez en dessin ici. Et vous savez que notre population est très imagée, se réfère aux images. Donc, nous utilisons énormément d'images pour nos matériels éducatifs. Les légumes, et ils savent que ça doit faire partie de leurs aliments, et les fruits, et pas autant qu'on le pense. Et tout à l'heure, on parlera des portions. Le groupe de lait et des yogourts, qui pendant longtemps a été considéré comme protéine, apport protéique, mais aussi ça a aussi beaucoup de glucides, donc ça a un impact sur la glycémie des patients. Et sur les graisses et les protéines, donc il ne faut pas penser que parce que la personne, ce n'est pas toutes les personnes qui ont des connaissances, mais lorsqu'ils arrivent à connaître les groupes alimentaires, eh bien, c'est plus facile, même avec peu d'argent, à choisir les aliments. Donc ça, c'est une photo qui représente les groupes de formation que nous avons. Donc nous formons, comme je disais tantôt, des diététiciennes. Et là, grâce à notre chère amie qui probablement est avec nous, Madame Evelyne Fleury-Milfort, la FADIMAC lui doit une fière chandelle dans le développement de ces formations. Et malheureusement, elle n'arrive plus à rentrer en Haïti, mais à distance, elle continue à être avec nous. Là, ce sont des formations, des formateurs que nous offrons, et la diète est aussi incluse. Et nous avons pas mal de matériel. Vous pouvez vous adresser à notre staff pour
sur info@fadimac.org ou nous écrire à fadimac@hotmail.com. Et là, on pourra vous informer et vous diriger dans ce sens. Alors, quand même, pour être pratiquement, quoi dire aux patients? Donc là, c'est quelque chose de très important et nous avons ce que nous disons à nos patients. Tout patient diabétique peut de tout manger. Moyennant, il y a certains groupes alimentaires qu'ils doivent diminuer ou utiliser de façon modérée. Et ce soupe-là que nous avons à la Fadimac, donc qui est disponible pour toute personne qui avoir moyennant un petit coup et des petits frais. Et nous le devons encore à Evelyne qui s'est vraiment donné à arriver à un poster digne de même de la American Diabetes Association à des pamphlets, à des posters pareils. Mais ça, c'est pour nos diètes, pour nos patients haïtiens pour qu'ils puissent se retrouver. Et bien, quoi leur dire? Vous voyez, nous utilisons des couleurs. Donc, la moitié, c'est un patient qui doit manger. La moitié de l'assiette doit être constituée de légumes et de salades. Donc, vous voyez ici, c'est encadré en vert. Donc, ce sont des aliments qui sont permis et qu'on peut manger, comme on dit encore, le ventre déboutonné. Donc, au moins, la moitié de l'assiette doit représenter cette quantité. Maintenant, nous avons à gauche, donc, peut-être à droite pour vous, encadré en bleu, ce sont les protéines. Donc, tout ce qui est viande, poisson, fruits de mer, les œufs, les fromages durs, tout ça, on considère ça comme des protéines. Et ce groupe alimentaire n'a aucun impact sur la glycémie des patients. C'est pour ça que parfois, on retrouve, et le Dr. Jérôme on a bien parlé des diètes hyperprotéiques, et là, quand même, qui ont certaines petites restrictions, particulièrement si nos patients arrivent à une insuffisance rénale, donc on doit quand même faire attention. Et l'autre groupe que vous voyez, donc les protéines représentent le quart de l'autre moitié, et les farineux, ce qu'on appelle les glucides, et on parle de riz, spaghetti, macaroni, blé, petit mil, le pain, les vives, donc bananes, ignames, patates, les pois, les fruits et aussi le lait. Donc, ce sont des aliments où il faut faire attention parce que ce sont eux qui ont un impact direct sur la glycémie des patients. Donc, c'est pour ça que nous limitons ce groupe alimentaire et on va rapidement parler des portions. Donc, vous voyez à gauche, nous avons toujours sur notre sous-plat et donc les légumes où on montre qu'ils peuvent être utilisés ad libitum. Et là, les glucides de la portion, c'est le point. Et les protéines, la paume de la main sur les doigts. Et la graisse, où il faut vraiment limiter l'apport en graisse chez nos patients diabétiques pour éviter les troubles cardiovasculaires. Donc, la graisse est limitée quand même. Il y a la bonne graisse, c'est vrai, mais il y a aussi les mauvaises graisses. Donc, c'est limité au bout du doigt. Et en arrière de ce poster, de ce soupe-là, nous avons quand même des aliments où on montre à nos patients tout ce que les aliments qui sont libres, tels que l'eau, le café, le thé, sans sucre, c'est vraiment, et ça n'a aucun impact sur la glycémie du patient. D'où un patient qui va faire une glycémie à jeun, il peut boire de l'eau, il peut prendre du café et du thé sans sucre, même avec l'édulcorant. Nous utilisons les couleurs, donc jaune, vert, rouge, pour ceux-là qui respectent toujours nos feux de signalisation en Haïti. Donc là, le vert, vous voyez que ce sont les légumes. En jaune, vous avez les fruits, les farineux. Et en rouge, vraiment, les aliments qui sont très riches en glucides et de même que les très riches en graisse. Donc, les glucides, la portion, c'est un point. Donc, le point représente à peu près une tasse. Et par exemple, une tasse de riz cuit ou de quelle que soit les farines qu'on veut mesurer. Les protéines, comme je disais, c'est la paume de la main sans les doigts. Donc, il ne faut pas trop exagérer non plus. Les légumes, on peut en prendre les deux mains, les deux paumes de main. Ça représente à peu près les légumes à consommer, la quantité à consommer. Et c'est ceci dans un repas. Et vous voyez, les graisses sont vraiment limitées à une phalange du doigt. Donc là, c'est comme ce serait la cuillère d'huile d'olive qu'on met sur les aliments, la salade et les légumes pour le plat en question. Donc, nous avons aussi des livrets sur la nutrition et là, ceux-là qui serait souhaité en avoir, ce livret a été écrit par le docteur Eddy Jean-Baptiste. Donc, il y a les portions qui sont bien mentionnées là-dessus et c'est important de savoir comment bien manger, même si on n'a pas de diabète. Et là, nous avons aussi des vidéos
où il y a le cours sur l'alimentation auquel nous faisons référence. Donc là, on termine sur une note quand même plus appétissante et plus intéressante. Vous voyez dans ce plat, et nous montrons à nos patients comment avoir leur plat. Bon, on fait fi de la tête pour ceux-là qui n'aiment pas la tête du poisson, mais quand même, ça représente les protéines. Il y a plein de salades à côté et la banane est farineux comme glucides. Celui-là, on voulait vous le montrer quand même parce qu'il a par contre trop de carbohydrates, beaucoup de riz, la viande est au-dessus du riz, pas assez de légumes et de salade, et puis la banane pesée qui représente encore un autre glucide. Donc là, un tel patient aurait intérêt, s'il veut prendre une banane pesée, eh bien, il prend un peu moins de riz qui représenterait la moitié d'une tasse, et à ce moment, avoir beaucoup plus de légumes et dans ce plat-là. Et un plat haïtien, de lalo, donc avec beaucoup plus de légumes et de protéines. Là, nous avons le riz qui, si vous voulez, devrait représenter une tasse cuite et avec les pois à côté. Et ceci pour terminer, donc nous avons donc le riz qui représente un point et beaucoup de légumes, donc avec calalou et les protéines associées. Donc là, et ces photos, nous remercions Evelyne de nous les avoir données et ça permet de mieux comprendre et comment choisir, puisque souvent le patient il est un petit peu désemparé, pensant qu'il ne peut rien manger. Donc, j'espère que ce soir, cette présentation a pu vous montrer que nos patients diabétiques peuvent bien manger, doivent connaître certains principes. Ça prend du temps pour qu'ils les apprennent, donc c'était aussi important et nous serons bien contents de les éduquer et de vous les renvoyer certainement. Et lorsque le patient sait très bien comment manger, comment se gérer, eh bien, il est bien contrôlé, ceci pour le bonheur de tous. Donc, merci pour avoir été avec nous ce soir et maintenant nous allons passer aux questions. J'essaie de voir comment. Hello, tu peux arriver à voir les questions? Pour l'instant, on n'a pas encore de questions. Je suppose exactement que tout le monde a bien compris. Bon, on attend. Et bon, on attend 1-2 minutes et puis on pourra conclure. Et du côté de Christelle, je ne sais pas exactement si sur le groupe exactement sur les réseaux sociaux, si on a. Pour les produits importés de l'extérieur, alors les produits en conserve, quelles sont les conséquences de l'ingestion de ces aliments pour un patient diabétique? Tu réponds? Oh, désolé. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut noter particulièrement dans l'alimentation d'un patient diabétique, c'est toujours référer le patient diabétique aux produits naturels. C'est pour ça exactement lorsqu'on parle particulièrement d'alimentation, qu'on dit directement que le patient diabétique peut tout manger, on parle certainement des produits naturels. Maintenant, il faut tenir compte exactement, les produits de conserve n'auraient pas de problème, mais cependant, dès qu'on parle de conserve, on parle aussi exactement de produits de conservation. Et ce qu'on utilise le plus souvent pour conserver, c'est le sel, assez souvent. Donc maintenant, il faut voir. Et aussi, il faut voir comment il faut vraiment être précautionneux sur l'apport de sel. Maintenant, c'est quelque chose que je dis encore, j'instruis assez souvent à mes patients diabétiques, c'est qu'il faut savoir aussi qu'il faut faire très attention aux produits emballés parce qu'il faut savoir ce qui donne du goût aux aliments. C'est surtout le sucre, le sel et les graisses. Maintenant, les industriels qui vont emballer ces nourritures, ils auront toujours tendance à mettre une portion supérieure, soit de sucre, soit de sel, soit de graisse. Maintenant, vous savez déjà et avec cette formation, qu'est-ce que ça peut apporter comme effet délétère pour le suivi de patients diabétiques. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Alors, il y a une question que je me ferai le plaisir de répondre, c'est la place du maïs moulu et du petit mil. Alors, les patients, souvent, lorsqu'ils arrivent, on leur dit,
faut manger du petit mil, faut manger du maïs moulu, faut éviter tout à fait le riz. Donc là, nous défendons un petit peu le point opposé, où le patient diabétique peut aussi consommer du riz. Certes, s'il a les moyens, le riz complet serait mieux, puisque on a vu au départ que quand même l'index glycémique du riz complet était moindre que celui du riz blanc, mais en matière calorique, c'est presque pareil, et en matière de nutrition glucidique aussi bien. Par contre, le maïs moulu, lui, n'a pas beaucoup de fibres, ce qui fait que le maïs moulu consommé en quantité acceptable, qu'on a dit la portion du point, ça va, mais consommer de façon plus importante, eh bien, ça va certainement avoir un impact sur la glycémie du patient. Donc, le petit mil, lui, a beaucoup plus de fibres que le maïs moulu, que le riz blanc. Et nous avons fait une étude à la FADIMAC où, effectivement, on voit que la glycémie augmente moins vite avec le petit mil. Mais si la personne s'amuse à manger le petit mil 3 portions dans un repas, certainement, ça va avoir un impact sur sa glycémie et ce patient sera difficilement contrôlé. Alors, quelle autre question que nous avons particulière? J'ai l'impression que j'ai perdu le début de cette question. Je voulais savoir la différence qui existe entre le riz national comme Sheila et le riz importé. Eh bien, le riz national comme le riz Sheila, alors il y en a deux versions. Il y a le blanc et le jaune complet. Mais de toute façon, ça a beaucoup de charcoal qui est tout à fait du riz blanc. Donc, c'est vrai que l'index glycémique du riz national, certes, est moindre que le riz blanc. Donc, est-ce qu'un diabétique devrait avoir un horaire? Oh, je m'excuse, parfois les questions sont... Okay. Ça dit que est-ce qu'un diabétique devrait avoir un horaire particulier pour manger? Est-ce que ça a un impact sur la gestion de sa maladie? Et toujours dans le deuxième volet, y a-t-il les élections nécessaires quant aux aliments, même naturels, comme la patate et autres? Tu peux commencer? Terminer? Vas-y, je m'excuse. D'accord. Alors, l'horaire pour manger, bon, rappelez-vous quand même dans la conception, encore dans la proposition alimentaire que vous allez faire directement au patient, il faut prendre en considération l'activité, l'activité du patient. Maintenant, c'est vrai que les moments actuellement où la personne est moins active, on va quand même actuellement proposer quand même aux patients de diminuer actuellement le rapport calorique. C'est dans ce sens aussi actuellement que on préconise aux patients diabétiques comme actuellement de consommer beaucoup moins calorique actuellement le soir parce qu'ils sont généralement moins actifs. Donc, mais cependant, il faut prendre en considération parce que si quand même je fais face à un agent de sécurité qui travaille de nuit, normalement, les moments où il est le plus actif, c'est surtout la nuit, par exemple. Donc, ce qui fait actuellement que je ne peux pas dire encore, je dois individualiser en quelque sorte exactement l'approche alimentaire de ce patient par rapport aux périodes d'activité ou encore d'intensité de ces activités journalières. Et puis, y a-t-il les élections nécessaires? Donc là, dès qu'on parle de naturel, rappelez-vous actuellement, si c'est un produit naturel, normalement, il n'y a pas de problème actuellement pour qu'un patient actuellement diabétique le consomme, mais ce sera toujours par rapport, ce sera toujours avec beaucoup d'attention, certainement par rapport à l'apport glycémique de cet aliment et aussi par rapport aussi à la composition de fibres alimentaires. Maintenant, vous avez pris comme exemple la patate. La patate aussi, bien que ça a un aspect doux et un aspect sucré, mais cependant, il faut savoir exactement que la patate aussi a beaucoup de fibres alimentaires. Maintenant, ce sera toujours recommandé. On peut directement, on va toujours directement, puisque c'est un produit naturel, on va toujours dire aux patients diabétiques de manger, qu'ils peuvent manger de la patate, mais cependant, rappelez-vous directement que ça a un index glycémique moyen, donc il faut quand même, même quand on en mange, mais ce sera toujours limité par rapport à la quantité. Tu peux prendre la dernière, enfin, les autres questions sur le chat. Moi, je prends les questions sur questions et réponses. Il y a certaines informations qu'on demande sur la FADIMAC, donc je vais rendre public les numéros de téléphone et aussi vous pouvez vous adresser à info@fadimac.org ou bien fadimac@hotmail.com et notre secrétariat
vous répondra sous. OK. Et ça dit à partir de quelle hémoglobine glyquée on initie les médicaments. Donc, on en avait parlé. Bon, malheureusement, cette personne n'a pas eu la possibilité de suivre la dernière fois. Et sur le moment qu'il faut initier les antidiabétiques, particulièrement. Donc, généralement, il faut savoir que dans l'approche pharmacologique du patient diabétique, les mesures hygiéno-diététiques vont toujours précéder. Maintenant, si et on n'arrive pas à atteindre un hémoglobine glyquée stable, c'est-à-dire que dès que l'hémoglobine glyquée est supérieure à 7,5 à 8% normalement, il est conseillé quand même d'initier un antidiabétique. Si c'est un patient diabétique de type 2, un antidiabétique oral, généralement la metformine, parce que ça correspond particulièrement à l'approche normale de patients diabétiques en surpoids ou obèses. Et puis, répondu sur l'horaire particulier pour manger? Oui, bien sûr. Pour la question de calories, comment va-t-on savoir combien de calories? Les documents, oui, vous les saurez. Oui, ça c'est à partir des documents. Normalement, c'est des mesures qui ont été faites et calculées. Donc, c'est juste à partir des documents qu'on pourrait savoir. Bon, vous pouvez quand même garder et avoir et le garder exactement comme élément, encore comme document de base. Ok, que pensez-vous de la consommation des édulcorants? Bon, là aussi, j'en ai parlé aussi en fin de présentation. Les édulcorants exactement sont, du moment que ça respecte les recommandations de la FDA, comme c'est la principale référence qu'on a, et il faut penser aussi exactement ce qu'on appelle aussi exactement les alcools sucrés. Donc, on parle surtout du sorbitol ou encore du fructose qu'on vend actuellement au supermarché. Il faut directement que c'est des apports aussi, sont considérés aussi actuellement comme des édulcorants et aussi actuellement conseillés aux patients diabétiques. Mais il faut savoir aussi actuellement, il faut conseiller aux patients parce que ça apporte un peu de calories, c'est beaucoup moins comme actuellement que les disaccharides comme le sucre de table. Mais il faut quand même actuellement conseiller aux patients diabétiques, bien qu'on peut l'utiliser comme substitution au sucre de table, et il faut faire attention par rapport à la quantité qu'on utilise aussi. OK. Alors, la question quand même, lorsqu'on parle de la question des calories par rapport aux combien de calories les aliments apportent, surtout les fruits, il y a une question comme ça, mais il faut dire aussi que, bon, okay. de nous étendre sur vraiment les calories, etc., mais lorsqu'on parlait des diètes hypocaloriques, on calcule justement des aliments, mais il faut savoir aussi, par exemple, les glucides, chaque 1 gramme de glucides apporte 4 calories, 1 gramme de protéines apporte 4 ou 6 kilocalories, mais les graisses apportent 9 kilocalories par gramme et l'alcool apporte 7 kilocalories. Donc, c'est pour vous dire que l'alcool est quand même quelqu'un qui veut perdre du poids n'a pas intérêt à consommer trop d'alcool. Il y a aussi une question sur est-ce que vous pouvez donner en grammes la quantité de riz, maïs, petits mil et blé qu'un patient peut consommer par jour? Le concept de quart est un petit peu flou. Alors, lorsque vous parlez à un patient, vous n'avez pas lui parler en grammes. Non, c'est encore plus flou. Pour patient, là, on voulait faire vraiment l'approche qu'on fait à la FADIMAC. C'est surtout les portions que nous leur enseignons. Mais aussi, il y a certains patients à qui on parle de carbohydrates. Mais ça demande une connaissance un petit peu plus poussée. Une tranche de riz à 50 grammes de carbohydrates. Donc, de même qu'il y a, comment dirais-je, les tablettes de glucose que nous avons comme sucre, et ça représente 15 grammes de carbohydrates. Donc, c'est pour vous dire que flou, ça dépend de quel concept que vous avez. Mais lorsqu'on parlait de quart, c'était le quart de l'assiette, mais c'était pas. Si vous voyez, si vous parlez à un patient, la moitié de l'assiette, c'est légumes, salades. L'autre moitié, vous séparez en deux. Une partie, c'est protéines. L'autre partie, c'est les carbohydrates. Mais si maintenant la personne n'a pas de protéines, eh bien, on va remplacer les protéines par la salade et les légumes, pas par l'autre groupe alimentaire. Donc là, ce serait un petit peu, ça nous prenait un petit peu plus de sang. Une question, un diabétique peut-il faire un don de sang? Dans les documents que nous avons trouvés, ils disent non, mais moi je dis que
si le diabétique est bien portant, sa tension est bien contrôlée, sa glycémie est bien contrôlée, moi, personnellement, je ne vois pas pourquoi pas, puisque j'ai dû le faire pour un parent qui voulait le donner à un autre parent, craignant l'origine du sang. À l'époque, c'était vraiment compliqué. Donc, c'est pour vous dire que, pour moi, personnellement, un patient diabétique bien contrôlé avec un taux d'hémoglobine satisfaisant, un ANC stable, enfin, bien contrôlé aux environs de 7% ou moins, et une tension artérielle à 13,8, je ne vois pas pourquoi pas. Qu'est-ce que toi tu penses de Ça fait toujours débat dans le monde scientifique, mais je suis aussi actuellement du même avis. Certainement, si le patient diabétique est bien contrôlé, s'il n'a pas aucune autre condition exactement contre-indiquant plus ou moins le don de sang, quand même, un patient diabétique peut toujours donner. Donc là, il y a certains pays actuellement qui acceptent, mais il y a d'autres quand même actuellement qui est toujours un combat continu. Mais quand même, s'il y a une urgence, quand même, on prendra de tout le monde. C'est ça. Alors, d'autres questions quand même que nous n'aimerions pas trop sauter. Donc, l'utilisation à Evelyne est là. Bonsoir Evelyne. Pouvez-vous vous adresser l'utilisation des cubes dans la cuisine? Je pense que par rapport au sel, on n'en a pas vraiment parlé. Normalement, un patient, quelle que soit la personne, devrait prendre, si on parle en matière de mesure, c'est une cuillerée de sel, une cuillerée à café de sel par jour. Donc, ce n'est pas en potion et mettre dans de l'eau. Non, c'est s'il fallait distribuer tout ce sel sur l'alimentation et de toute une journée. Mais par contre, les cubes, qui sont quand même des produits, il y a des produits chimiques, il y a aussi du sel, il y a des épices, il y a des colorants, tout ça. Nous recommandons à nos patients de ne pas en utiliser puisque c'est difficile de doser la quantité de sel lorsqu'on les utilise. Un. Deuxièmement, les personnes qui ont des problèmes de gastrite ne supportent pas toujours les produits chimiques qui y sont. Et là, je ne veux pas faire trop mauvaise propagande, mais vraiment ça, il y a tellement d'avantages avec les produits naturels, les ail, poivrons et oignons, et donc là, vraiment les herbes. Donc là, il faut réapprendre à savoir faire à manger. Il faut le montrer aussi à vos cuisinières, puisqu'elles pensent que si elles n'utilisent pas le cube, c'est un risque de révocation. Donc là, il faut le... Alors c'est un point aussi parce que moi-même, actuellement, j'aime bien cuisiner. Moi-même, actuellement, ce que je fais particulièrement et ce que je vous conseille aussi actuellement, de vous acheter un processeur. Alors, un processeur, actuellement, vous faites vos épices, vous mettez ça actuellement au réfrigérateur, au congélateur normalement, et puis vous utilisez régulièrement. Mais naturellement, l'épice actuellement que vous allez faire, que vous allez passer au processeur ou bien encore au blender, des fois, actuellement, on fait au blender, bien que c'est dangereux, mais maintenant, vous aurez actuellement votre épice et vous aurez actuellement du naturel dans tout ce que vous consommez, donc sans avoir cette nécessité actuellement de cube Maggi pour apporter beaucoup plus de poison dans ce que vous mangez. Très bien. Est-ce qu'il y a des aliments interdits et des aliments privilégiés pour les patients diabétiques? Bon, comme on dit assez souvent, on évite actuellement d'utiliser le mot interdit parce que l'interdit attire, mais ce sera toujours quand même actuellement, on aura toujours actuellement on va surtout parler actuellement des aliments actuellement conseillés, des aliments moins conseillés. C'est-à-dire que j'en ai parlé surtout sur les boissons sucrées. Certainement, si on est dans une approche plus ou moins pour contrôler la glycémie, normalement, donc on ne peut pas quand même encourager actuellement les boissons sucrées. Donc, ça, et aussi, et vous allez voir aussi actuellement que l'approche ou encore ce qu'on conseille aux patients diabétiques, ils peuvent tout manger actuellement du moment actuellement que ça se rapproche vers le naturel. Encore, ça soit modifié le moins que possible. C'est-à-dire que les produits de conserve, les produits modifs et les produits transformés sont moins recommandés pour les patients diabétiques. Mais dès que ça va vers le naturel, ce sera toujours recommandé pour le patient diabétique. Néanmoins, que le patient fasse attention, surtout sur l'apport calorique de ces aliments, surtout sur l'apport calorique des carbohydrates. Qu'est-ce que je peux dire, comme si tu parlais des boissons sucrées, il est clair que les boissons sucrées, par exemple, une fois j'avais un patient à 45 mg de glycémie, en hypoglycémie, et il a pris une boisson, la moitié d'un Juna, et en 30 minutes, il était passé à 350. Donc, c'est pour vous dire que les apports de boissons sucrées, vraiment,
il faut conseiller à vos patients de ne pas en consommer. Et une autre question, merci pour cette présentation. Concernant les activités par rapport à l'alimentation, comment va-t-on calculer ce qu'on perd pendant l'exercice physique pour savoir quelle quantité qu'on doit prendre? Alors, ça, c'est à partir directement d'une consultation nutritionnelle, certainement, parce que quand même, il y a des formules, il y a des mensurations qu'il faut prendre. Donc là, quand même, il y a des estimations aussi par rapport au type d'activité physique que vous pratiquez, pendant combien de temps également. Donc, pour avoir une estimation. Le domaine de la nutrition comme science particulièrement, c'est pas un domaine exact, mais cependant, il y a des estimations quand même qui se rapprochent vraiment de la réalité. Maintenant, c'est certainement, si on doit savoir si on doit estimer plus ou moins la dépense calorique par rapport à l'activité physique, il faut définir exactement le type d'activité physique, pendant combien de temps que vous le faites, quelle partie du corps encore, quels muscles sont mobilisés pour avoir une estimation de perte calorique pour ce patient. Maintenant, et sur une formation aussi limitée dans le temps, normalement, on ne pourra pas le faire. Alors, juste pour dire que dans mes recherches, c'est qu'il faut faire 540 push-up pour pouvoir manger une frite large, pour brûler une frite large. Donc, pour vous dire que vraiment, ça demande beaucoup d'exercice. Oui, ça, c'est pas faux. Faut ajouter du miel au lieu du sucre dans le jus. Non, beaucoup de personnes pensent que le miel est naturel, donc on peut en consommer. Moi, je dirais que si ça n'avait pas un impact sur la glycémie, on ne verrait pas des fourmis dans le miel. Donc là, c'est... Mais par contre, avec quelqu'un qui est bien contrôlé, je connais un diabétique qui est bien contrôlé, il prend sa petite cuillerée de miel dans son café le matin. Donc, voilà. C'est pour vous dire que actuellement, la diète est vraiment élargie, mais grâce à la possibilité de contrôler sa glycémie par la suite. Souvent, les gens vous disent, ah, telle chose, c'est très bon pour la santé, ça fait baisser le sucre, mais on ne fait pas de contrôle glycémique. La personne simplement dit qu'il se sent mieux. Ce n'est pas un moyen scientifique pour dire que ça a un impact ou pas sur la glycémie. Donc, souvent, nous invitons nos patients, OK, tu veux manger ça, mais contrôle ton sucre 2 heures de temps après avoir consommé cet aliment et tu vas voir quel impact ça a sur ta glycémie. Ben, je vous garantis que lorsqu'ils voient qu'après une belle 3 tranches de pizza, que la glycémie monte à 250, ben, la prochaine fois, ils prendront une tranche et ça peut être mieux contrôlé s'ils arrivent à adapter leur insuline. Une des questions, le diabétique peut-il boire du jus naturel? Certainement, puisque c'est naturel, mais par contre, il faut savoir que ça a une charge glycémique importante. Certains fruits sont plus sucrés que d'autres. Et aussi, il est important, nous recommandons de manger des fruits beaucoup plus que de prendre le jus. Dans le concept qu'avec le jus, le sucre est absorbé beaucoup plus vite que lorsque vous mangez le fruit avec les fibres où le sucre est absorbé moins vite. Et ça, mais quand même tout en respectant les portions. Là, un petit bémol aussi par rapport au miel. C'est pour ça que dans la formation aussi, j'ai insisté sur le fait que si l'approche alimentaire que vous allez faire pour le patient doit dépendre et explicitement du niveau d'éducation du patient. Et il faut voir, parce qu'il y a dans une population générale, plus ou moins, je ne vais pas directement, parce que le miel, si on va dans le sens de ce qu'on préconise, particulièrement les produits naturels, le miel est naturel, certainement. Mais cependant, on ne va pas directement à une population générale on sait exactement qu'il y a une limitation plus ou moins sur le plan éducatif, que le miel, on peut consommer le miel sans problème. Mais par contre, une personne qui est plus ou moins imbue par rapport aux portions de miel et la quantité de calories que ça apporte, normalement, il saura certainement que le miel a, dépendamment du contrôle glycémique, de son contrôle glycémique et exactement de la quantité qu'il va prendre, qui peut être consommé, qui peut être utilisé exactement dans certaines boissons. Certainement. Et concernant le lait et les produits dérivés, à quel rythme un patient diabétique doit-il les consommer? Miel, comment? Attends. Lait et les produits dérivés, donc le yaourt. Ah, ok, d'accord. Donc, ça va dépendre de l'approche nutritionnelle, parce que l'approche nutritionnelle est l'approche calorique que vous voulez actuellement chez ce patient. C'est-à-dire que certainement le lait, actuellement 1-2 portions par jour,
c'est pas mauvais. Pour les produits laitiers aussi, actuellement, ça va dépendre quand même vraiment actuellement de l'approche, parce que si vous prenez actuellement le lait quand même actuellement, c'est apporte et de la protéine, environ 7 grammes de protéines, environ 4 grammes de glucides, une portion quand même, et puis et on apporte aussi actuellement de la graisse. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment actuellement déterminer plus ou moins l'apport calorique que vous voulez, l'apport calorique actuellement que vous décidez actuellement de prescrire à ce patient pour faire le mélange par rapport aux produits laitiers et aux dérivés. Et là, une des dernières questions. Vous conseillez de manger les fruits de préférence au jus, et s'il s'agit d'un jus sans sucre, au fait sans sucre ajouté, si vous voulez dire, mais n'empêche que certainement, c'est difficile de manger un fruit tel que le citron, de ne pas le prendre en jus. Certainement. Donc, à ce moment, on recommande, c'est mieux d'y ajouter un édulcorant. Mais au fait, le point de recommander de manger plus de fruits que consommer les jus de fruits, c'est pour plusieurs raisons. Un, étant donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fruit ayant plus de fibres que le jus liquide, donc à ce moment, l'absorption du sucre est faite moins rapidement. Deuxièmement, le patient est plus rempli. Ça veut dire que si vous mangez une pomme versus une demi-carton de jus de pomme, vous allez voir que vous allez être plus rempli avec la pomme. Et simplement parce que ça améliore la satiété. Et en dernier lieu, du fait que les fruits consommés en naturel par rapport au jus de fruits ont plus de fibres, eh bien, les intestins fonctionnent beaucoup mieux avec. Donc là, ce sont les avantages quand même, mais il n'est pas interdit ou nous même déconseillé à un patient diabétique de prendre du jus de fruits, maintenant qu'ils arrivent à respecter les portions, parce que vous connaissez nos patients, nos compatriotes, un verre pour eux, ça peut être un verre de 12 ou 18 onces, alors que normalement, c'est 8 onces. Donc là, et je prends les deux dernières questions, puisque nous avons déjà... Non, c'est important. Oui, cette dernière question, notamment, offrez-vous un support particulier aux patients ayant les ressources limitées, sachant que manger sain coûte très cher. Ça, c'est quand même... donc, si tu veux répondre, quand même, attends, je vais terminer, parce que quand même, c'est une fausse... comment on dit, attends, fausse... impression. Parce fausse que impression, voilà, oui, justement. Nous apprenons à nos patients, justement, à démunir ou ayant une certaine position économique, nous leur apprenons à choisir leurs aliments. Donc, au fait, en sachant choisir, ils choisissent de ceux qui sont à la portée de leur bourse. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque moi, souvent, je me rapporte aux écoles qui ont des marchands devant les écoles, eh bien, vous allez trouver un pain mamba ou avec du mamba ou bien une figue les deux ensemble à 15 gourdes, alors que moi je me réfère à ceux peut-être à 2 ou 3 ans, et alors qu'un pâté cordé qui est plein de graisse, qui n'est pas du tout naturel ni nutritif, ce pâté cordé coûte 75 gourdes. Donc souvent, on a une fausse impression qu'il faut avoir de l'argent pour savoir manger, mais je pense qu'il faut éduquer les patients pour qu'eux, ils sachent choisir leurs aliments en fonction de à la portée de leur bourse. Oui. Non, c'est tout à fait ça, normalement. C'est-à-dire que si on prend en comparaison plus ou moins un parent haïtien sera toujours plus à même actuellement de donner du cornflakes et du lait actuellement à son enfant qu'une cassave et du mamba. Par contre, actuellement, ce qui coûte le plus cher actuellement, c'est certainement le cornflakes et le lait. Donc, et le plus, ce qui est santé, ce qui est plus santé actuellement, ce qui apporte actuellement un meilleur bénéfice, surtout actuellement sur la santé, normalement, c'est surtout la cassave et le mamba. C'est-à-dire que c'est vraiment actuellement un mythe de croire comme actuellement pour bien manger, il faut vraiment il faut beaucoup de choses. Par exemple, si on dit actuellement qu'il n'y a pas beaucoup de légumes, non, mais on trouve le chaud si on fait actuellement comment on dit ça quand on parle de pickles, mais on fait une choucroute particulièrement. Donc, une choucroute, ça apporte actuellement des calories saines sans pour autant quand même actuellement altérer plus ou moins le contrôle glycémique du patient. Donc, il y a vraiment actuellement, et c'est le plus important, c'est qu'il faut savoir. Et s'il faut savoir actuellement, il faut être dans ce genre de formation ou encore sur André La Fatima pour savoir tout ce qu'on peut consommer, même en ayant un apport financier plus ou moins limité.
offrez-vous un support particulier aux patients et les ressources limitées? C'était la question qu'on va répondre. Et là, sachant que manger 5 coûte très cher, donc je pense qu'on a répondu. Il y a quelqu'un qui a demandé prendre de la crème à la glace et avec no sugar added, est-ce qu'on peut consommer? Il faut faire une différence entre sugar free, sans sucre, et no sugar added parce que déjà l'aliment a certainement du sucre et on n'en a pas ajouté. Donc, malheureusement, on n'a pas eu le temps de vous montrer comment lire les étiquettes, mais c'est extrêmement important de vous référer aux étiquettes des aliments et déterminer la quantité de carbohydrates que ça contient pour ne pas dépasser votre quota. Donc là, certainement, on peut en consommer, mais il faut savoir aussi que, par exemple, la crème à la glace sans sucre a plus de graisse, puisqu'il faut remplacer ce macronutriment qui n'existe pas, enfin, qu'on a dû diminuer. De toute façon, c'est avec plaisir que nous avons participé à cette émission qui a débordé un peu et tous nos participants, ils sont restés jusqu'à la fin. Donc, c'est quand même un signe pour nous montrer que ça a été intéressant. Nous sommes ouverts aux questions. Donc là, vous pouvez vous adresser, écrire à info@fadimac.org ou bien fadimac@hotmail.com. Et là, visitez notre site website qui est fadimac, FHADMAC.org. Et là, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine session qui sera le 22 avril sur le pied diabétique. Bonsoir et bonne nuit à tous.